Merci beaucoup à nos intervenants. Nous arrivons presque au terme de cette journée avec le dernier panel, et pas de moindre, puisque nous allons aborder toutes les ambitions, toutes les perspectives que nous offre le nouveau quinquennat qui a commencé quelques mois plus tôt. Et pour ce faire, j'accueille Nadia Filali, Marianne Jarlot, Nicolas Louvet, Pierre Morisseau, Sébastien Raspillet et, pour modérer cette table ronde, Bertrand Annette. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Effectivement, j'ai la chance de modérer cette dernière table ronde qui précédera d'ailleurs le keynote de clôture de Robert Ophel à 16h30. Donc on va avoir un timing assez serré, on a le droit de déborder un petit peu et je vais tout de suite présenter les 5 intervenants. Donc nous avons Nadia Filali qui est directrice du programme blockchain et cryptoactifs de la Caisse des dépôts et présidente de l'INATBA. Marianne Jarlot, qui est Policy Officer à la direction IFD de l'AMF, Nicolas Louvet, qui est CEO de CoinHouse et CoinHouse Custody Services, président du comité PSAN de la DAN. Nous avons Pierre Morisseau, CEO de Waltio, et Sébastien Raspillet, chef du service du financement de l'économie à la direction générale du Trésor. Alors sans tarder et sans introduction, je vais tout de suite céder la parole à Sébastien et Nicolas. La table ronde, c'est donc nouveau quinquennat, quelles urgences pour la crypto en France. Donc, mesdames et messieurs, vous avez la parole. Peut-être Sébastien, pour commencer sur on a beaucoup parlé de régulation, on va encore en parler un petit peu, mais on va aussi parler d'autres choses. Mais on ne peut pas ne pas en parler avec nos représentants. Sébastien, je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci à la DAN pour l'invitation. Effectivement, peut-être un petit recul pour expliquer notre vision côté Trésor. Moi, je m'occupe de tout ce qui est réglementation en matière financière. Banque, assurance, marché financier, etc. En 2014, à une époque où blockchain était un mot très peu connu, où crypto était un mot pas connu, où Bitcoin, c'était un peu plus, mais quand même pas à l'actualité dans les journaux. On a regardé ça en se disant qu'il y avait, avec la technologie blockchain, une technologie qui pouvait avoir beaucoup d'impact dans le secteur financier. Et donc dans mon job, c'est normal qu'on regarde et on a commencé avec nos outils et avec les quelques acteurs qui étaient présents à se dire que ce que pouvait offrir la France par rapport à d'autres juridictions, c'était un cadre juridique aussi clair que possible. On n'a pas les atouts que d'autres pays peuvent avoir, y compris au sein de l'Union européenne, que ce soit au niveau fiscal, au niveau du laisser-faire. En même temps, on avait en face une certaine écoute et une certaine demande pour aller en ce sens. Donc, je vous passe les étapes, mais ça s'est évidemment conclu au niveau français avec la loi Pacte. Toujours dans cet esprit d'accompagner le mouvement avec un cadre clair. C'est vraiment ce qu'on a essayé de mettre en avant. Ça peut avoir un avantage, et c'est ce que les acteurs nous demandaient. Encore une fois, c'était très partenarial. Ça peut avoir un inconvénient, c'est que par rapport à d'autres pays où il n'y a rien, ça peut brider certaines initiatives. Le risque est d'avoir raison trop tôt. Donc on s'est dit qu'à défaut d'avoir raison trop tôt tout seul, autant avoir raison au bon moment, collectivement, et donc de passer au niveau européen, qui était l'étape suivante. Mais voilà, cette mise en perspective pour dire que, pour nous, la réglementation sur le sujet blockchain, crypto, c'est toujours voulu en accompagnement d'un mouvement dont on se doutait, j'allais dire dont on savait, mais enfin, dont on se doutait, et ça a été confirmé ensuite, qu'il ne pouvait que se développer. Et donc d'être présent pour pas non plus attendre 10 ans après que des choses soient dites par tel forum de je ne sais où en Asie ou aux États-Unis. Aussi être présent et être compétent, en tout cas mieux comprendre l'écosystème, son développement. Après le suivre, ça va tellement vite que c'est compliqué pour nous. Mais voilà, l'idée à la fin, c'est d'offrir un cadre qui soit aussi clair que possible
aussi utile, aussi bénéfique au développement économique, tout en faisant attention, et c'est toujours le jeu de l'équilibre, par rapport à la protection des consommateurs ou d'utilisation qui soit conforme aux standards légaux de la France ou de l'Union européenne. Mais ça, c'est pour l'état d'esprit qu'on a toujours souhaité avoir, qui, encore une fois, a eu son apogée avec la loi Pacte, et maintenant on est au niveau européen, où nous avons conclu, je pense que ça a déjà été largement abordé, sous présidence française du Conseil de l'Union européenne, le règlement MICA et le règlement aussi sur les transferts de fonds. Donc maintenant on est au niveau européen et on va attaquer la mise en œuvre avec les agences européennes de supervision et puis évidemment les autorités nationales, dont l'AMF au premier rang. Nicolas, merci Sébastien. Peut-être en rebond, la vision de l'entrepreneur justement sur ces évolutions réglementaires. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je pense que je vais aller bien évidemment dans le sens de ce qu'a dit Sébastien. La France a pris de l'avance il y a quelques années de cela avec la loi Pacte et ça a aidé un certain nombre d'entreprises à choisir la France comme une terre de développement des activités crypto. Et on le voit aujourd'hui, on a 42 et bientôt plus d'acteurs PSAN enregistrés, dont une partie sont membres de l'ADAN. Donc c'est une très bonne chose. Il fallait passer à l'échelle européenne parce qu'on voyait aussi des limitations à cet enregistrement, qui est un enregistrement alors que MiCA est un agrément qui ne permet pas de passeporter en Europe et qui pose une question d'égalité aussi par rapport à des acteurs dans certains autres pays. Donc le passage au niveau européen, on était plutôt tous d'accord, et venant en plus du cadre français où ce cadre de MiCA est assez inspiré quand même du cadre français. Il n'y a pas d'énormes surprises sur une partie du texte. En revanche, il y a des éléments un petit peu nouveaux qui sont pour le coup toujours sujets à discussion. On verra comment les textes seront appliqués. Et je parle notamment de la question relative au stablecoin et à la règle sur le transfert des fonds, qui est un des problèmes majeurs de mise en œuvre, de positionnement aussi de l'Europe par rapport à ces technologies. On n'a pas mis en place aujourd'hui, contrairement à ce qui a pu être fait dans d'autres territoires, des expérimentations au niveau européen, à l'échelle européenne, entre différents acteurs sur de l'échange de données et sur la façon de conserver les données, sur les protocoles. On est en retard. Donc là, c'est plus à l'industrie de se bouger, mais aussi au cadre européen d'essayer d'être vigilant à ce qu'il demande en matière de seuil, en matière de déclaration, en matière d'information et de stockage de ces informations, pour qu'on n'ait pas une réglementation qui soit particulièrement difficile à mettre en œuvre, particulièrement stricte, alors que dans d'autres parties du monde où la travel rule et où d'autres formes équivalentes en fait vont être également mises en place le serait beaucoup moins. Donc on ne se crée pas une surrégulation en Europe là où c'est pas nécessairement utile. Sur les stablecoins, on en reparlera peut-être après, mais tout ce qui touche donc les ART, ceux qui sont garantis par des actifs, sont de ma compréhension sous le giron de l'Europe ou de la souveraineté des organismes européens, et ce qui fait qu'on a peu de chances de développer quelque chose de particulièrement intéressant, alors qu'au même moment, une annonce a été faite par Circle, donc société américaine, sortant un stablecoin en euros, et c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, quand on voit ça, on se dit c'est dommage. Alors on a des initiatives, il y a eu le LUG, il y a d'autres initiatives, il faut qu'on arrive à créer un vrai terreau pour l'économie européenne avec les acteurs européens et pas avec des acteurs qui ont aujourd'hui pignon sur rue et qui ont les ressources et les moyens de se développer. Merci Nicolas. Alors ça m'offre une parfaite transition vers Marianne sur les étapes suivantes. Qu'est-ce qui est prévu, engagé ou prévu d'engager côté AMF, et peut-être un petit mot sur la nouvelle, entre guillemets, direction IFD pour préciser votre cadre d'intervention.
Oui, alors un mot sur effectivement qui on est à l'AMF et quelle est l'approche de l'AMF en matière d'innovation. Il faut savoir que l'AMF, c'est un régulateur qui est pleinement engagé sur l'innovation depuis un bon moment, depuis, je dirais, 2016, où il y a une division dédiée à l'innovation qui a été créée. Cette division a été renommée Innovation Finance Digitale, mais c'est une division qui a plusieurs missions. La première, c'est, je dirais, l'ADN de la direction dans laquelle elle est, qui est les affaires internationales, c'est d'aller porter les positions de l'AMF dans les instances internationales, au niveau européen, mais pas que, c'est vraiment au niveau international. Et porter ces positions, ça veut dire aussi savoir les construire. Pour les construire, il est indispensable qu'on soit aussi en contact avec les acteurs. Je dirais que c'est le deuxième aspect de notre deuxième mission de notre équipe, c'est d'être au contact avec les acteurs pour les accompagner quand il faut mettre en place une réglementation, je vais y revenir, mais aussi pour détecter les innovations, pour identifier les risques en termes de protection des investisseurs, en termes de stabilité. Donc ça, c'est les deux grands aspects de deux grandes missions de notre équipe. Et puis il y a un rôle de pédagogie qui est très important en interne. Hein. On fait aussi de la pédagogie auprès de nos collègues et puis également en externe. Mais je pense que je vais y revenir. En termes de thématiques, effectivement, ce qui va beaucoup nous occuper, je crois que ça va être tout ce qu'on appelle le niveau 2, c'est-à-dire la déclinaison opérationnelle des textes de niveau 1. Donc c'est vraiment les principes sur lesquels on est d'accord. Il y a vraiment un enjeu fort sur ce niveau 2 parce que on a compté un peu le nombre, juste sur MICA par exemple, vous avez en tout 25 orientations à produire, 13 RTS, rien que pour les CASP, donc les PSAN européens, vous avez 10 RTS et 9 guidelines. C'est énorme en termes de travail de niveau 2, c'est un travail qui est opérationnel, un vrai enjeu. Et là, l'AMF, évidemment, va être présente dans les instances de négociation et aussi avec les acteurs pour avoir, encore une fois, une approche intelligente de la déclinaison des grands principes. Donc ça, c'est un point très important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, je pense que c'est ça les gros sujets. On a évidemment le sujet aussi pilot régime. Là également, il y a un gros travail de niveau 2 à faire où il va falloir décliner d'un point de vue opérationnel la mise en œuvre de ce régime pilote pour les infrastructures de marché. Donc déjà un premier message, une première urgence ou priorité, c'est la déclinaison opérationnelle Absolument. de cette masse. Et je vois Nicolas sourire, mais c'est sourire. Alors j'ai entendu le mot pédagogie et Nadia, j'ai envie de vous passer la parole parce que c'est un point qu'on avait évoqué ensemble et notamment justement, donc on parle de régulation, on arrive à pédagogie, donc c'est quand même intéressant comme transition. Côté groupe Caisse des dépôts, qu'est-ce qu'il y a comme retour d'expérience et application, enfin, si je puis me permettre aussi. Il y a un moment... Voilà, donc effectivement, sur la pédagogie, alors, enfin, nous, dans le groupe Caisse des dépôts, on travaille sur le sujet depuis 2015, hein, et on est en l'occurrence PSAN depuis septembre. Je pense que c'est fondamental de pouvoir à la fois expliquer aux équipes qui travaillent sur le sujet, mais je pense qu'un des points aussi fondamentaux, c'est d'arriver à faire comprendre à nos dirigeants ce que c'est et ce que ça n'est pas, ce qu'il faut mettre en place, de permettre et de favoriser une innovation, alors sous contrôle bien évidemment, mais qui nous permette aussi d'avancer. Nous, on a plutôt un rôle d'incubation sur ces sujets-là, donc on le fait en interne pour nous au niveau du groupe. Hein. On a travaillé le sujet au début plutôt en acculturation, maintenant on est plutôt sur un mode industriel, mais on a aussi acculturé le COMEX au sujet, enfin on engage absolument toute la chaîne. Ensuite, on s'investit également dans le financement de structures de formation et notamment de formation certifiante. On vient de travailler avec l'Executive Education de l'IX qui a mis à disposition un cursus alors qui est plutôt orienté corporate, mais je pense que c'est quand même important parce que les startups et les full players de l'écosystème sont normalement un peu ancrés dans le sujet, mais il faut aussi que les autres comprennent, donc qui est aujourd'hui disponible et qui permet de traiter ces sujets. Après, il y a aussi un sujet, à mon sens, qui est assez fondamental pour rejoindre les propos qui ont été cités, c'est que ce volet éducation, il est aussi important dans la discussion qu'on peut avoir avec les régulateurs, et je ressouligne que le travail qui a été fait en France, qui était très collaboratif, collectif et qui nous a permis d'avancer, il faut qu'on arrive à l'approfondir, ce mode de travail au niveau européen. On a eu une réunion sur la TFR au Parlement européen avec INADVA il y a maintenant quelques mois, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une incompréhension de certaines limites techniques ou de comment il va falloir appliquer la réglementation qui est proposée, enfin plus que proposée aujourd'hui.
Et ça, même y compris pour un acteur comme nous, Caisse des dépôts, hein, qui ne sont pas de la même taille que CoinHouse côté Nicolas, c'est pas forcément évident. Donc il faut quand même arriver à avoir un cadre réglementaire, c'est important. Avoir un cadre réglementaire équilibré, je pense que c'est encore plus important, mais avoir un cadre réglementaire applicable et qui permette aux acteurs européens, enfin français et européens, de se développer et pas se faire manger par la concurrence d'autres espaces, c'est très important. Et de la même façon moi je salue l'avènement du régime pilote. Je sais que c'est Robert Ophel qui parle juste après nous et qui a poussé sur ce dossier, mais l'Europe est un peu contre les sandbox, hein, parce que le régime pilote, ça reste comme une sandbox. Je pense qu'avoir cette logique-là aussi sur des choses un peu plus innovantes, ça aurait un intérêt pour avancer. Merci Nadia. Alors, pour peut-être poursuivre sur cette partie, quelle est la vision du futur côté Trésor, quel est le message, la vision de la direction du Trésor sur ce sujet? C'est la poursuite et l'opérationnalisation. Nadia, c'est une question de transition avec le régime pilote. On s'est battu pour pouvoir le mettre au niveau européen. Pourquoi? Parce qu'on l'avait fait au niveau national, mais on a été bloqué par des règlements et directives européennes pour l'étendre. On a autorisé la blockchain pour tout ce qu'on avait la capacité de faire au niveau français. On a réussi, avec le régime pilote, à étendre ça au niveau européen. Et il y a deux aspects fondamentaux pour moi en la matière. Le premier, c'est une nouvelle façon de réglementer. C'est la première fois en Europe, à mon avis, tout domaine confondu, qu'on a un espace d'innovation réglementaire. Si les acteurs ne s'en saisissent pas, ça sera peut-être le dernier. Ce serait dommage, à mon sens. Donc, déjà, il y a une œuvre de salubrité publique, c'est montrer qu'on avait raison de pousser pour offrir cet espace de liberté réglementaire. Le deuxième, c'est derrière, je pense qu'il y a des vraies applications industrielles qui peuvent se développer grâce à ça. Et là, pour nous, il serait dommage que ce ne soient pas des acteurs en premier lieu européens, ou encore moins français, qui s'en saisissent. Donc, je sais que c'est un cadre expérimental, il y a toujours des seuils, il y a toujours des interrogations. Mais enfin, voilà, vous êtes des entrepreneurs. Les cryptos, je pense que vous n'avez pas attendu qu'on vous donne l'autorisation pour y aller. Ben, c'est pareil. Donc, voilà, là, on entend des choses qui nous font penser qu'il y a peut-être encore un petit frein psychologique. Allez-y. En tout cas, nous, on sera en soutien. Plus largement, il y a des débats dans la sphère, notamment publique, financière, au niveau français, mais européen, international, sur les cryptos, stablecoin, crypto, unbacked crypto assets, commence à y avoir une typologie, etc. Nous, je pense qu'on a une vision là-dessus qui est plutôt en retrait, et c'est plutôt en service pour l'industrie, me semble-t-il. Ce que j'entends par là, c'est qu'en termes politiques, on n'a aucune motivation, aucun intérêt économique à dire qu'il faudrait une cible de je ne sais combien de pourcentage de Français très élevé qui tradent au quotidien sur des cryptoactifs. Ça ne m'apporte pas de valeur en tant que DG Trésor par rapport à la politique économique du pays. Pour autant, c'est un fait, ça existe. Il y a des études qui montrent que c'est 8%, donc peut-être plus que des actionnaires individuels, etc. etc. Vous n'avez pas vu qu'on était voilà, en difficulté ou critique par rapport à ça. Ce qu'on se dit, c'est que c'est plein de raisons qui amènent à ça, mais derrière, il y a quand même aussi le souhait de se dire que ça va se développer, qu'il y a une technologie sous-jacente, qu'il peut y avoir des applications, qu'il y a un côté modernité, et qu'on trouve, nous, très intéressant. Franchement, on a plein d'idées industrielles, donc on les a données à quelques acteurs, ça marche pas, mais au moins essayons, notamment pour moderniser ce qu'on fait dans le domaine du secteur financier. Et quand vous voyez là le côté monnaie digitale de banque centrale, alors vous avez le fameux retail CBDC, on verra ce que la BCE propose à l'Eurogroupe, mais il y a aussi le wholesale, par exemple. Si dans la blockchain, vous arrivez à mettre de la monnaie banque centrale dans la patte cash, quelque part, c'est tout bénéfice. Tout bénéfice pour l'industrie, parce que là, ils ont une réserve pour assurer la liquidité
qui est sans aucune commune mesure avec tout ce que le privé pourra jamais offrir. Je veux dire, on a connu ce sujet depuis des décennies avec les banques. Donc, c'est pas parce que l'industrie est naissante qu'il y a d'autres motifs d'imaginer que ce sera différent. C'est toujours mieux de pouvoir s'asseoir sur un bilan de banque centrale que sur un bilan d'un acteur financier privé. C'est beaucoup plus sûr aussi. Et là, pour nous, collectivement, côté public, ça offre aussi une capacité de sécurisation et de maîtrise qui est beaucoup, beaucoup plus importante. Donc, quelque part, d'être plus relâché, plus relax. Donc, je pense que c'est tout bénéfice. Et moi, je signale cet exemple, c'est que les débats que j'ai eus, par exemple, avec la Banque de France 2017-2018 n'étaient pas du tout de la même nature qu'aujourd'hui la Banque de France qui a vu le potentiel et le défend ardemment auprès de ses collègues au sein de la BCE. Et ce n'est pas encore gagné. Mais je veux dire, c'est qu'on progresse. Et là-dessus, je pense qu'on a une très belle carte en Europe à jouer si on arrive vraiment à utiliser à plein le régime pilote, arriver à faire que ce soit plus un régime pilote, mais un régime permanent, et derrière, assis sur de la monnaie banque centrale, mais de gros, pour pouvoir passer à une échelle qui n'existe nulle part. On parle des gros acteurs américains, etc. Si on arrive sur la monnaie banque centrale de gros, je pense qu'on a une capacité à aller sur des échelles qui ne sont vues nulle part. Donc, voilà, il ne faut pas désespérer, il faut plutôt avancer et convaincre. Il y en a encore à convaincre au sein de l'Union européenne. On a 5 ans pour le quinquennat, puisque c'est de ça dont il s'agit. Merci Sébastien. J'ai envie d'ouvrir vous m'offrez aussi le passage vers le thème suivant, qui c'est celui de la phase de transition. Nicolas et Marianne, quelques mots sur ce sujet, cette période qui s'ouvre, un peu incertaine. Il y a peut-être des éclairages, un peu de réassurance à donner. Oui, tout à fait. Je me permettrai juste quand même de répondre peut-être au point de Sébastien sur son analyse et sa vision très optimiste. Moi, je suis plutôt en effet d'accord pour dire que sur la monnaie digitale de banque centrale ou wholesale, il y a, comme vous le dites, une possibilité de profiter du régime pilote et ça ira à la vitesse aussi de ce que les acteurs européens sont prêts à faire avec les acteurs qui se spécialisent sur ce genre de marché. Et vous avez parfaitement raison. Après, on peut s'inquiéter quand même de la certaine froideur de Madame Lagarde et de la sphère européenne sur ces sujets. Mais il y a aussi le volet retail que vous avez évoqué et bon nombre en fait des gens qui aujourd'hui sont les clients des PSAN français et européens ne sont pas des gens qui ne font que du trading et la seule fonctionnalité de la crypto ne se résume pas à une opération d'achat-vente que vous faites du matin au soir. Ça, c'est des gens qui s'intéressent en effet à des métiers qui sont très spécifiques, qui requièrent beaucoup de compétences, qui sont d'ailleurs peu finalement plébiscités par les gens quand vous leur posez la question. Ils n'aiment pas, ils ne savent pas nécessairement trader. Eux, ils s'intéressent à un certain nombre de technologies. Ils investissent sur du plus ou moins moyen long terme. Et derrière, il y a tout l'usage autour du Web3 quand j'interviens dans un environnement et qu'il faut acheter un objet avec une crypto, pouvoir ensuite échanger cette crypto, la transférer sur un autre wallet. Donc, et là, vous pouvez avoir besoin de stablecoin, vous pouvez avoir besoin d'autres services qui touchent autour, bien sûr, du transfert de fonds et qui doit être certainement contrôlé, mais qui ne doit pas être complètement bloquant. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que ce régime-là, il faut qu'on puisse bien évidemment le faire rentrer dans le cadre de MiCA et de la TFR, mais qu'on puisse permettre aux entrepreneurs de juste faire fonctionner le système. Donc une bonne partie du travail est à faire par nous, puisque c'est nous qui finalement créons les marchés, ce sont les entreprises de ce secteur et les entrepreneurs. Donc on prend bonne note en tout cas que l'Europe et le gouvernement a envie de soutenir, c'est ce qu'a dit Jean-Noël Barrot ce matin, et je trouve que ça c'est la très bonne nouvelle. Sur cette période de transition justement, je pense qu'on est face au niveau européen
a un enjeu en matière justement peut-être de sollicitation toujours d'acteurs qui ne sont pas nécessairement présents en Europe mais qui sollicitent la clientèle européenne. Et dans un contexte où maintenant on parle d'agrément et non plus d'enregistrement, on parle d'application de règles contraignantes, il y a un niveau en fait de compétitivité qui n'est pas assuré entre des acteurs qui sont français ou allemands ou autres présents en France et qui appliquent leurs règles et des acteurs qui ne sont pas domiciliés ou faiblement domiciliés en Europe et qui attaquent le marché européen. Et ça, c'est un vrai problème. Et cette période assez longue entre maintenant et la mise en œuvre de MiCA et la réelle application en fait, de la loi nous inquiète un peu et peut quelque part créer un surcoût pour les acteurs européens au profit d'autres acteurs qui viendront beaucoup plus tard s'enregistrer, en tout cas s'agréer. Donc ça c'est un élément, je pense qu'il y a un vrai enjeu également de pédagogie comme l'a dit Nadia. Dans MiCA vous avez des questions autour de la protection des consommateurs, c'est très bien, du coup il faut qu'on arrive à se faire assurer. C'est encore très difficile aujourd'hui d'aller expliquer à un assureur ce que sont que les cryptos, à un actuaire comment on calcule un risque sur justement un transfert non voulu ou un acte quelconque sur une blockchain. C'est pas évident et on bute beaucoup sur des gens qui n'ont pas cette compréhension. Et je dirais que le monde classique traditionnel financier, même si c'est topissime de voir aujourd'hui des gens parmi les sponsors comme des banques et des acteurs traditionnels qui sont présents. Ça montre que l'écosystème par rapport à il y a plusieurs années a énormément évolué et se tourne de plus en plus vers l'écosystème traditionnel et l'inverse. Mais on a encore beaucoup de travail à faire et il y a encore beaucoup de travail aussi de l'autre côté pour arriver à accepter aussi certains messages qu'on arrive à faire passer, certains risques aussi qu'on a du mal parfois à expliquer. Merci Nicolas. Donc gros travail, des inquiétudes. Alors Marianne, que répond l'AMF? Qu'est-ce qui est prévu? Et puis peut-être aussi qu'est-ce qui va se passer pour ces acteurs qui sont PSAN aujourd'hui? Comment va se passer cette période face à MiCA? Ce qui va arriver dans 24 mois? Ça, je vais y répondre. Je vais juste revenir sur l'enjeu qui me semble absolument vraiment clé en termes de compétitivité. Et vous avez cité la reverse solicitation comme enjeu. Nous, dans les négociations auprès du Trésor, on a vraiment poussé pour que ce cadre de reverse solicitation soit vraiment encadré, que ce soit détaillé, que ça ne permette pas l'exploitation de failles. Voilà, on a vraiment eu conscience de cet enjeu-là. Le référentiel, a priori, dans MiCA sera MIF 2 en termes de reverse solicitation, et c'est ce qu'on a poussé parce qu'on estime que dans MIF 2, il y a toutes les bases pour encadrer la reverse solicitation. Maintenant, j'ai envie de dire, la problématique des cryptos, c'est que c'est aussi international, qu'en fait, la réglementation, si elle ne reste que européenne, il y a un sujet. C'est aussi pour ça qu'on est dans des instances, je dis on est des travaux européens, on est aussi au niveau international dans des instances, notamment auprès de l'OICV, on fait partie d'une task force, et c'est dans ces instances-là aussi, il me semble, qu'on doit pousser des standards qui doivent s'aligner maintenant sur les standards européens pour éviter ces enjeux de compétitivité. Sur la phase de transition, si on prend en rétro-planning MiCA, en fait, ça donne une entrée en application à peu près l'été 2024. À partir de là, il y aura une phase de... Alors, on dit parfois clause de grand-père. Moi, je préfère qu'on dise phase de transition. Parce que c'est pas, il n'y a pas d'exonération. Il y aura encore, les règles sont encore applicables, notamment le droit national reste applicable pour les PSAN qui seront enregistrés, agréés. Je crois qu'il est absolument vital d'avoir en tête que cette phase de transition, elle doit être mise à profit pour se préparer à MiCA. Le standard MiCA, il est clairement beaucoup plus proche. Il est proche de l'agrément, voire parfois même au-delà de l'agrément, parce qu'on est allé piocher des dispositions dans MIF 2, plutôt que l'enregistrement. Donc vraiment, je crois que c'est le message fort, c'est dire qu'il faut se préparer dès maintenant en fait, à MiCA. Et dans cette préparation, nous allons travailler, puisque c'est notre rôle, je l'ai dit en introduction, à accompagner les acteurs. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire avec la DAN notamment, sur la pédagogie, sur la déclinaison des règles MiCA. Donc on sera sur cette partie-là pour accompagner les acteurs pour avoir l'agrément de MiCA. Merci Marianne. Pierre, que je n'ai pas encore sollicité, c'est un sujet qu'on va ouvrir, donc on a parlé de régulation, pédagogie, phase de transition. La fiscalité, alors quelles sont déjà
des éléments de contexte, quelques chiffres hein, pour exprimer les enjeux qui sont déjà réels, et puis quelles sont les grandes mesures que l'on pourrait proposer justement sur ce thème-là. Déjà, je pense que comme toute réglementation, donc pour les crypto-monnaies, mais de façon générale, évidemment, il faut que ce soit spécifique à l'actif, mais il y a aussi un enjeu de timing. Et je pense que pour la fiscalité des particuliers, à l'heure actuelle, il y a un besoin d'amélioration de ce régime fiscal qui a été mis en place début janvier 2019 pour prendre en compte ces nouveaux services, mais aussi pour qu'ils soient plus pertinents pour les cryptos. Pour avoir quelques chiffres, aujourd'hui, c'est 5 millions de Français qui détiennent des crypto-monnaies. C'est une étude qui a été réalisée par l'ADAN et KPMG. Et aussi un autre chiffre, d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'un foyer fiscal sur 10 en Europe détenait des crypto-monnaies. Donc c'est plus quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes qui geekent dans leur coin, mais ça touche réellement une grande partie de la population européenne. D'ailleurs, aussi pour prendre en compte ce sujet de voir le portefeuille des personnes qui détiennent des crypto-monnaies, Chainalysis avait estimé qu'en France, les Français qui détenaient des crypto-monnaies avaient gagné plus de 600 millions d'euros en 2020. Ça va vous donner une idée de ce qui peut être réalisé en termes de performance. À propos des sujets de comment est-ce qu'on pourrait améliorer la réglementation fiscale pour les particuliers qui détiennent des crypto-monnaies, je pense que tous les ans, il y a la loi de finances et l'an dernier, il y avait eu un certain nombre de propositions, d'amendements pour améliorer l'état actuel de la réglementation fiscale. Je pense qu'il est absolument clé qu'à nouveau cette année, d'autres mesures soient portées par la DAN, qui fait d'ailleurs un super travail pour regrouper et écouter ce que les différents acteurs économiques fournissent leur retour et souhaitent mettre en avant. Mais par exemple, deux propositions qui seraient somme toute pertinentes. Quand on voit aujourd'hui le régime fiscal qu'on impose aux particuliers, donc aux résidents fiscaux français, requiert de suivre de façon minutieuse les transactions réalisées en crypto-monnaie. Et c'est d'ailleurs la plupart des pays de l'OCDE ont mis un régime fiscal similaire. Donc souvent, il nécessite de s'outiller, d'avoir des logiciels spécifiques. Et je pense par exemple que être capable de déduire, donc un petit peu comme les sujets d'assistance administrative, déduire les frais engagés par un contribuable sous forme de crédit d'impôt, sous forme de réduction d'impôt, évidemment plafonné, évidemment avec seulement une part, pourrait être un moyen qui encouragerait davantage d'individus, de détenteurs de crypto-monnaies à être conformes avec leurs obligations fiscales. Une autre idée aussi qui est défendue et proposée aussi par la DAN pour le projet de loi de finances, c'est que on voit que les crypto-monnaies sont particulièrement volatiles, et donc tant il y a des années où les cours s'envolent, les portefeuilles sont dans le vert, mais il y a aussi des années de correction, et ça c'est normal, c'est les caractéristiques du secteur dans lequel on est, c'est relativement cyclique. Donc je pense que c'est d'ailleurs le cas aux États-Unis, mais avoir la possibilité de reporter une moins-value, de la déduire, c'est le cas dans d'autres actifs financiers, déduire une moins-value nette encaissée sur une année de plus-value réalisée sur les années futures pourrait être aussi une mesure pertinente qui encouragerait donc non seulement les Français à détenir des crypto-monnaies, à être conformes avec leurs obligations fiscales, mais aussi permettrait d'avoir un peu plus d'harmonie sur le sujet. Merci beaucoup Pierre. On arrive, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur ce sujet de fiscalité. Sinon je vous propose, parce qu'on arrive en fin de table ronde, un dernier sujet quand même qu'on souhaitait ouvrir en le préparant avec Nadia notamment, c'est la partie financement. Et puis peut-être aussi Nicolas, un retour d'expérience sur la levée de fonds. Nadia, à vous la parole. Oui, alors je ne vais pas paraphraser Monsieur le Ministre quand même, mais effectivement on a évoqué la question de l'éducation et ce matin a été évoquée la question du financement. Et sur la question de financement, je pense qu'il y a deux axes à mon sens qui sont fondamentaux et je me réjouis de voir qu'il y a des sujets qui s'accélèrent.
y compris pour Coina aussi il y a quelques semaines, et d'autres. Ça, c'est un point positif. On a vu, en tout cas, qu'au niveau notamment du groupe, côté BPI France, il y a des initiatives pour investir dans des fonds crypto mixtes, hein, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois en capital et à la fois en crypto. Je pense que ça, c'est un point positif. Et si on observe ce qui s'est passé les années précédentes et encore aujourd'hui, hein, de façon proportionnée, on est vraiment tout petit au niveau français et européen par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis et en Asie en termes de financement. Donc je pense que c'est vraiment important d'accélérer sur ce sujet. J'espère qu'au-delà des initiatives privées, peut-être qu'on verrait voir des choses arriver, notamment dans France 2030 sur ces sujets-là. Je crois comprendre qu'il y a eu une avancée sur ces types de financement. Je pense qu'aussi au niveau européen, c'est important d'avancer sur le sujet. On a eu des initiatives au niveau européen, mais souvent mixées avec des fonds dans lesquels on avait à la fois de la blockchain, de l'IA. Je pense qu'il faut peut-être être un peu plus clair. Ça va avec la question de l'éducation, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir peur, ou pardon, je vais être un peu direct, ou honte de se dire qu'on finance l'industrie du Web3, parce qu'il y en a qui ont vraiment pas peur de le faire, y compris de façon directe et de façon indirecte, hein, c'est-à-dire d'intervenants étrangers que je ne vais pas citer, qui s'installent ici et qui mettent beaucoup d'argent sur la table, mais aussi d'autres acteurs qui ont des fonds importants. Après, un des autres axes, je pense que c'est qu'au-delà du financement de l'écosystème et de façon plus rapide et accélérée, parce que je reprends le sujet de l'opérationnalité, en fait, financer un acteur qui va devoir se conformer à des exigences de conformité, ça veut dire des ressources, des expertises qui n'ont pas forcément l'habitude de traiter en fait, ces acteurs-là, et ça coûte aussi quand même un coût d'investissement important. Après, il y a le sujet de la recherche, et de notre côté, notamment, on investit, on finance pas mal la recherche en France, notamment au niveau de l'école polytechnique et de la chaire blockchain avec Nomadic Labs et Capgemini, avec Mines Télécom sur des sujets beaucoup plus deep et techniques aussi, avec Mazar en association, et on finance également, enfin on a un partenariat avec l'IRT Systemix depuis plusieurs années, et qui nous permettent à la fois de travailler, nous, sur la levée des verrous technologiques sur ces sujets, mais aussi sur des avancées technologiques et qui vont servir les sujets dont on a parlé auparavant. Typiquement, il y a des travaux qui ont été publiés sur le threshold signature qui alors sont pour l'instant utilisés par une start-up israélienne. C'est quand même un comble, mais je pense qu'on va bientôt arriver au sujet en France et en Europe par Zingo en l'occurrence. Et je pense que c'est important de lier les deux, parce que c'est quand même, on en a parlé un peu, c'est d'abord un sujet techno, donc c'est fondamental de financer la techno et d'aider les entreprises de l'écosystème à se financer, et voire même de se connecter avec ce monde de la recherche et accélérer le sujet. Nicolas, peut-être un retour d'expérience sur la levée, les difficultés rencontrées, peut-être des recommandations avant en dernière prise de parole, parce que le temps maintenant... 2 minutes 58 dans le prompteur, 2 minutes 55. Moi je serais plutôt positif en fait sur le financement. Ça prend du temps en fait d'arriver à convaincre des investisseurs. On manquait d'investisseurs qui s'intéressent à ce secteur, maintenant il y en a quand même beaucoup plus. Ensuite, sur le secteur du capital risque en général, là en ce moment il y a un refroidissement qui est lié aussi à l'économie en général et qui ne touche pas que particulièrement le secteur crypto, mais tout le secteur de la tech. Donc forcément, ça veut dire que les conditions de financement sont plus difficiles, mais elles sont plus difficiles pour tout le monde. Néanmoins, il y a quand même de très belles lueurs d'espoir et pas mal de lumière dans cet environnement. Quand je regarde quelques années auparavant, nous, notre première levée de fonds de 2018 avait été particulièrement difficile. Donc je pense qu'il y a des investisseurs européens, français, bien évidemment étrangers, américains qui sont présents en France, qui s'intéressent aux sociétés. Il y a des très très belles initiatives avec la BPI qui finance un fonds, avec Ledger également. Il y a d'autres structures qui cherchent à se monter. Et on a de plus en plus au sein de la DAN d'adhésion.
avec des projets plutôt jeunes, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très positif, que les entrepreneurs sont en train de venir à cet écosystème. Ils y viennent par le Web3, par des volets plus NFT, ils viennent par l'asset management également, un grand élément d'évolution de notre marché, une vraie convergence entre les métiers de la banque traditionnelle, de la finance traditionnelle et ceux de la crypto, si ça n'a déjà commencé. Mais on voit vraiment plein d'acteurs et ces acteurs arrivent à trouver du financement. Alors, ils arrivent à trouver les premiers centaines de milliers d'euros, millions d'euros. La question va se poser ensuite des tours beaucoup plus gros, mais comme c'est le cas dans toute l'industrie. Donc, je pense que justement, ces années un peu difficiles de marché que l'on vit sont aussi des années de construction, sont des années aussi de consolidation du secteur. Et je pense qu'on va voir de très belles choses se développer dans un cadre européen qui nous laisse un petit peu de temps et avec des ambitions qui me semblent être les bonnes. Donc non, plutôt positif. Et il me reste 26 secondes. Merci. 20 secondes pour remercier chacun de nos intervenants, Pierre, Nadia, Nicolas, Sébastien et Marianne. Merci, j'ai eu le plaisir d'animer cette table ronde. Il vous reste maintenant à les applaudir et nous aurons, je crois, le discours de clôture dans quelques minutes.